dans quoi on va investir? Les trois grands piliers, c'est la bourse, l'immo et le business. Les trois sont bons. Les trois sont bons, sauf je vous ai expliqué un peu l'avantage un peu. Je ne suis pas rentré trop dans les avantages inconvénients de chaque, mais les trois sont bons. Mais aujourd'hui, on va focus sur la partie immobilière. Je vais vous dire pourquoi, pour moi, en fait, faire la baleine dans l'immobilier est l'une des meilleures choses à faire quand vous êtes débutant, en tout cas. Je vais vous parler un peu aussi également de faire ça dans des business ou de faire ça dans les bourses et quelle est un peu la différence, les grandes différences, les avantages et les inconvénients. Donc, ça va être plus technique. Là, on est dans la baleine, dans la technicité de la baleine. Même si c'est juste une chute, une courbe qui va chuter, on va passer pas mal de temps à aller voir un peu les détails de cette chute pour que vous fassiez moins d'erreurs. Parce que chaque erreur dans l'immobilier peut coûter des dizaines de milliers d'euros. Et donc, ne me dites pas, moi, je vais apprendre de mon expérience ou de mes erreurs. Ça, c'est pas une pensée critique. Tu vois, apprenez des erreurs des gens qui sont passés par des chemins similaires. Ça serait plus simple. Moi, je vais dans des formations pour apprendre des erreurs des coachs pour que je les refasse pas. Donc aujourd'hui, toute la journée, elle est dédiée un peu sur l'investissement immobilier. Et au début, je vais dire pourquoi l'investissement immobilier et pas la bourse, et pas le business, et pas les fonds d'investissement. Mais idéalement, quand vous allez avoir beaucoup d'argent, idéalement, il faut le faire dans tous les trois piliers. Les riches, ils diversifient dans les trois, quatre piliers. Maintenant, la plupart des gens confondent, en fait, ils disent il faut diversifier. Andrew Carnegie, il n'a pas dit ça. Il a dit mettez tous vos œufs dans le même panier, grandissez, et quand vous avez énormément d'œufs, là, à ce moment-là, vous diversifiez. Ne regardez pas Warren Buffett, les grands tycoons de l'industrie, les millionnaires et tout, qu'est-ce qu'ils font maintenant? Ne regardez pas Danny, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Ne regardez pas quelqu'un qui est milliardaire, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Regardez quand il a commencé, qu'est-ce qu'il a fait? Vous êtes vous êtes au début de votre carrière. Donc, regardez quand il a commencé, cette personne, qu'est-ce qu'il était en train de faire. OK? Donc, allez, nous allons partir un peu sur l'investissement. Ce qui va se passer, ça va être une journée très intense. On va, oups, on va partager le mur ici. On va parcourir quand même pas mal de modules dans l'investissement immobilier. Pendant les pauses, comme hier, je vais activer le micro. Vous pouvez poser toutes vos questions. Notez vos questions. OK? Vous avez vu, il faut poser des questions. Notez toutes vos questions. Et pendant la pause ou pendant la pause déjeuner ou à la fin de la journée, il va y avoir pas mal de sessions Q&A et les cadeaux seront également à la fin. Euh, pour ceux qui ont vu, on a distribué une dizaine de milliers d'euros de cadeaux hier. Ça va être pareil aujourd'hui. Donc, mais prenez note, prenez des questions, notez vos questions et posez-les. C'est important dans l'immobilier, c'est là où ça fuse les questions. Il faut que vous posiez beaucoup de questions. Good. Alors, rappel, un actif, c'est quelque chose qui met de l'argent dans ma poche. Passif, c'est quelque chose qui sort de l'argent de ma poche. Business, c'est ce qu'on appelle un des actifs, moi, que je l'utilise comme un véhicule pour accumuler du capital. On peut l'utiliser comme la baleine pour faire la baleine avec, mais si vous avez créé un business, c'est pas la finalité pour moi, le business. Je le crée juste pour accumuler du capital. Ensuite, j'investis ça dans l'immobilier. Et j'appelle l'immobilier le meilleur pilier d'enrichissement pour devenir indépendant financièrement. Il faut savoir que tous les gens riches ont de l'immobilier. On dit, on estime leur patrimoine à tant et tant et tant et tant. Et tant. Alors, pourquoi l'immobilier, pour moi, est le meilleur véhicule pour atteindre l'indépendance financière? Ce que je suis en train de dire ici, c'est que peut-être il faut que je rajoute, pour commencer, c'est l'un des meilleurs. On a dit il y a trois grands piliers. Il y a la bourse, l'immo et le business. Voici les 8 raisons pourquoi j'estime que l'immobilier est le meilleur actif pour commencer pour atteindre l'indépendance financière. Donc, la première raison, c'est que les riches et les élites, rappelez-vous, tout ce qui les intéresse, c'est comment vous faire abonner le plus longtemps possible chez eux. Ils pensent toujours, qu'est-ce que je peux créer comme produit ou service pour que les gens soient dépendants de moi à vie? OK?
Les crédits de banque, c'est 25, 30 ans, 20 ans. Vous payez des intérêts. Les assurances, longtemps. Le pétrole, longtemps. L'agroalimentaire, longtemps. Si vous êtes malade, des produits chimiques, des médicaments, c'est à vie. Tu vas payer tout le temps, et ainsi de suite. Donc, en fait, ils pensent de cette manière-là. Comment je peux abonner les gens le plus longtemps possible chez moi? Dans nos business, en fait, dans tous les business que nous, on a accès à, on ne peut pas créer une banque demain, on ne peut pas créer une société de pharmaceutique demain, on ne peut pas créer une société d'assurance. C'est quelque chose un peu, on ne peut pas jouer au même, en tout cas quand on démarre. Peut-être quand vous allez devenir un peu multimillionnaire, vous pouvez peut-être euh, vous lancer dans ce monde-là. Mais ce que je veux dire, c'est que à notre échelle, tous les business qu'on crée, en fait, c'est si on arrive à abonner quelqu'un 2 ans chez nous, ben là, vous détenez un bon business, quoi. La plupart des gens qui sont dans le business, c'est des one-shots. Ça veut dire, s'ils ouvrent pas leur pizzeria, ils n'ont pas d'argent. S'ils ouvrent pas leur librairie, ils n'ont pas d'argent. S'ils ouvrent pas leur magasin, il n'y a pas de gens qui viennent acheter des habits, ils n'ont pas d'argent. Ils pensent pas en mode récurrent. Vous comprenez? C'est les débutants, on appelle ça en entrepreneuriat, which is perfect. On peut commencer toujours comme ça. Mais à un moment donné, je veux que vous réfléchissiez en mode comment je peux créer de la récurrence dans ma vie. C'est ça qui va vous aider à atteindre ce qu'on appelle une indépendance financière avec peace of mind, avec la paix d'esprit. Parce que vous n'êtes pas stressé en mode si j'ouvre pas le magasin aujourd'hui, j'aurai pas de chiffre d'affaires. Si j'échange pas ce temps-là, j'aurai pas autant d'argent. Vous comprenez? Donc, l'immobilier, par contre, à notre niveau, si on le considère comme un business, même s'il n'est pas un business, c'est quand même, je loue des unités. Tant que l'appartement est salubre, pendant 5 ans, il me génère des revenus passifs. À vie, quoi. Je peux mourir et l'immobilier reste. Les enfants le héritent. Vous comprenez? Et il génère des revenus passifs. Donc, vraiment très puissant par rapport à ça. Et c'est pour ça que j'aime l'immobilier. Il me donne des sources de revenus passifs. Je suis tranquille. Est-ce qu'il a des inconvénients? Il y a toujours des inconvénients et des avantages dans chaque pilier, que ce soit bourse, business, immobilier. Je vais vous donner un peu à la fin les trucs pour voir pourquoi j'aime l'investissement immobilier. Mais déjà, c'est des sources de revenus passifs à vie. C'est magnifique. Tant que le bien est salubre et je peux le louer, c'est vraiment des années et des années qui me génèrent des revenus passifs. Alors, ce que j'aime bien dans l'immobilier, contrairement par exemple à la bourse, par exemple, la bourse, si vous investissez dans une entreprise qui dure longtemps, ben, elle va vous générer aussi des dividendes pendant longtemps. OK? Le business, ben là, si ce n'est pas un business récurrent, vous devez être au taquet, vérifier que les employés font le travail, ainsi de suite et tout. Donc, il y a quand même des sources de revenus passifs dans le business. Maintenant, par contre, le 2, contrairement au business et à la bourse, c'est pour ça que j'aime bien l'immobilier, c'est parce qu'il est tangible. Les business, OK, tu peux valoriser ton entreprise qui vaut 1 million, 2 millions, mais si demain, il y a quelque chose qui ne va pas, Covid, où tu as perdu tes meilleurs commerciaux, ou tu as perdu un ou deux, trois de tes clients, de tes gros clients, eh ben, elle n'aura plus de valeur du jour au lendemain. C'est vraiment un peu pas tangible. Et la bourse, c'est encore moins parce que c'est des actions virtuelles que tu vas sur Internet ou sur PC et tu achètes des actions en bourse. Et pareil, les actions d'une entreprise, c'est pas tangible, quoi. C'est un bout de papier, en fait, où tu dis dans le registre départ, je détiens autant d'actions. Alors que l'immobilier, il est vraiment tangible. Tangible, il a une valeur intrinsèque en lui. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une valeur intrinsèque? Et c'est là où vous devez comprendre un peu l'histoire de l'argent. À l'époque, l'argent, c'était plus un troc. Il n'y avait pas d'argent. Ça veut dire, toi, tu avais des vaches avec du lait, l'autre, il avait des œufs, des poulets, des poules avec des œufs, l'autre, il avait du riz. Eh ben, en fait, ils échangeaient. Le gars qui voulait du riz, il venait donner du lait au gars qui voulait du riz et il lui donnait une bouteille de lait et l'autre, il lui donnait du riz. Le gars, il terminait sa bouteille de lait rapidement. Il allait le lendemain pour récupérer encore du lait. L'autre lui dit, moi, je n'ai pas encore terminé mon riz. Et donc, ça bloquait les échanges. Et regardez comment l'humain, à la base, c'était des échanges de troc.
l'humain, à chaque fois l'échange bloqué, il a fait quelque chose pour améliorer, favoriser ces échanges. Donc, il a dit, bah, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ça bloque les échanges et tout. Bah, il y a un gars qui a eu l'idée de dire, tiens, bah, on va faire des pièces métalliques en argent. Et donc, si tu veux du lait, bah, viens, tu me donnes une pièce. Et moi, quand je termine mon riz, bah, avec cette pièce, je peux venir reprendre du riz chez toi. Et là, il a dit, ouais, c'est une excellente idée. OK, tu ne l'as pas tout de suite, mais au moins, tu as une pièce, tu peux l'utiliser après. Et la monnaie est née comme ça, l'argent est né de cette manière-là pour favoriser les échanges. Puis ensuite, il y avait des gens qui vendaient, par exemple, leur terrain ou leurs vaches, et ils se trimballaient avec des sacs métalliques, un peu des pièces métalliques, des coins comme ça. Ils se faisaient attaquer, voler leurs sacs et tout ça. Et donc, ça défavorisait les échanges. Et les gens arrêtaient de dire, tiens, je veux vendre des choses qui coûtent cher parce que sinon les gens vont m'agresser, vont me voler les sacs et tout. Et donc, ça défavorisait les échanges. Et pareil, l'humain, il réfléchissait toujours à, une chose, à quelque chose en mode, comment je peux favoriser les échanges? Et c'est là où il a dit, tiens, un gars, il a dit, venez, mettez les pièces dans un coffre-fort et moi, je vous donne des papiers. Et à chaque fois que vous avez besoin de ces pièces-là, vous venez avec ce papier, vous prenez deux, trois pièces, ben, on déduit sur le papier, je vous donne un autre papier, ben, maintenant il vous reste 97 pièces ici, vous avez pris trois pièces. Et là, c'était intéressant, il faisait des gros deals et tout, mais c'était chiant à chaque fois de revenir à la banque, changer le papier de 100 pièces, il devient 97 pièces, 95 pièces et ainsi de suite. Donc, pareil, pour favoriser les échanges, il y a un gars qui a pensé à créer ce qu'on appelle les billets. Et il a dit, au lieu que ça soit un seul billet, en fait, on écrit dessus, ben, on peut écrire des billets de 100, 50, 20, 5, 10 et des pièces en mode, on découpe le truc pour que les gens un peu, à chaque fois, ils ne reviennent pas à la banque pour découper leurs documents. Et pareil, quand tu trimballais aussi avec de l'argent liquide, même si ça ne se voit pas et ça ne fait pas beaucoup de bruit, bling bling comme les pièces, bah, quand tu avais beaucoup, tu te faisais attaquer et les gens volaient aussi ton argent. Donc, ça défavorisait les échanges. Et l'humain a toujours pensé en mode comment je vais faire pour favoriser les échanges. Et ben, la carte bancaire est née dans le mind de quelqu'un. Il a dit, bah, tiens, moi, je me trimballe avec un bout de plastique. Et en fait, il ne peut pas les prendre. Il doit m'obliger d'aller dans. Si quelqu'un veut me voler, il doit m'obliger de me ramener dans un automate et mettre le code. Ou s'il vole la carte, il faut un code spécifique et ainsi de suite. Et c'est là où la carte bancaire, elle a vraiment pris de la valeur et c'était facile à échanger. Tu achètes, tu n'as pas besoin, tu te sentais en sécurité parce que tu n'as pas l'argent sur toi. Et donc, tu achetais avec des cartes. Sauf que, encore une fois, ça bloquait les échanges. Pourquoi? Parce que si tu veux partir un peu, acheter de quelqu'un qui est loin de chez toi ou qui n'a pas de machine, tu étais obligé d'aller voyager pour mettre la carte bancaire et tout. Et c'est là où les les flux bancaires ou ce qu'on appelle les virements bancaires ont commencé à apparaître. Et c'était de plus en plus facile. Je veux faire un virement, peu importe où tu es dans le monde, c'est des wire transfers et c'est instantané. Tu captes? Et donc, par contre, les banquiers ont commencé un peu à emmerder les gens. Euh, ça vient d'où cet argent? Ça vient d'où cet argent? On veut contrôler, on veut savoir pourquoi tu as viré autant, quelqu'un t'a viré autant. Et dès que ça défavorise les échanges, ben, l'humain est toujours créatif, il doit toujours créer quelque chose. C'est pour ça les blockchains et la crypto-monnaie, elle a été créée pour que ça ne soit pas vraiment contrôlé ou qu'on peut le faire très rapidement, des wires et des trucs comme ça. Est-ce que ça va durer dans le temps? On ne sait pas. En tout cas, le Bitcoin aujourd'hui, il est au point le plus haut. On ne sait pas. Mais en tout cas, vous allez voir une chose, que l'argent qu'on connaît, la fiat currency, la monnaie qu'on a aujourd'hui, elle est fake. Elle n'a aucune valeur intrinsèque. Vous allez comprendre un peu pourquoi. Donc là, je vous ai raconté un peu l'histoire de l'argent, comment l'argent a évolué. Alors, en 1971, il y a quelque chose qui a changé complètement l'histoire de l'argent. Avant, quand on imprimait de l'argent, on mettait de l'or physique et de l'argent physique dans des coffres forts. Et en 1971, Richard Nixon, il a remarqué que le PIB aux États-Unis, il baissait. Ça veut dire la richesse du pays. En fait, le pays s'appauvrissait parce qu'il y a beaucoup d'Américains qui achetaient des voitures Toyota. Donc, tout le dollar, il sortait au Japon. Et donc, pour importer
des voitures Toyota. Et donc, un pays qui importe beaucoup, il est pauvre. Un pays qui exporte, il est riche. Donc, et c'est là où Richard Nixon, il a fait un très bon move. Il a dit à tous les entrepreneurs du pays, je vais imprimer un peu d'argent sans mettre de l'or physique, temporairement, et je vais vous donner des subsides. Je veux que vous produisez pour qu'on puisse revendre nos produits, l'exporter à d'autres pays. Comme ça, on ramène du dollar dans notre pays et le pays s'enrichit. Qui était un excellent move. Temporairement, il a dilué ce qu'on appelle l'argent. Et au lieu de mettre de vrai or physique et argent physique, ce qu'il a fait, il a commencé à imprimer de l'argent. Et la valeur de l'argent intrinsèque, ça veut dire avant, je prenais 100 dollars, j'allais à la banque, j'avais 2 grammes d'or. Et dès que tu commences à prendre les 100 dollars et revenir après l'imprimer, ben, tu peux plus avoir 2 grammes d'or, c'est peut-être 1,5 gramme d'or maintenant. Parce qu'il n'y a plus vraiment de l'or backup dans la banque. Et à ce moment-là, je pense 1 ou 2 ans plus tard, il a fait ça temporairement. Il a dit qu'il voulait faire ça temporairement. Il y a eu les scandales de Watergate, je pense, et il a démissionné et il n'a pas remis le standard de l'or. Et depuis 1971, les États-Unis, ils ont dit, ah, bah, c'est une excellente idée, on imprime de l'argent. Dès qu'on a un souci, il manque d'argent dans le pays, bah, on imprime de l'argent pour pomper un peu de l'argent dans le marché. Et comme ça, les gens ont l'impression que tout va bien. Il n'y a pas des gens qui paniquent, qui vont courir chercher leur argent à la banque et tout ça. Il n'y a pas de dépression, il n'y a pas de récession et ainsi de suite. Et donc, on imprime de l'argent. Et depuis 1971, on imprime de l'argent. Donc, il a plus de valeur intrinsèque en lui. C'est-à-dire, si vous prenez maintenant 100 dollars, vous allez à la banque, vous n'avez même pas une poussière d'or en réel, tellement on a imprimé de l'argent. Et donc, l'argent a perdu sa valeur. On appelle ça fake money. OK? Donc, si vous prenez par exemple un billet de 500 euros ou une pièce de 2 euros, qui a plus de valeur? Ben, le billet de 500 euros, parce qu'elle peut m'acheter beaucoup plus de choses, parce que vous et moi, on s'est mis d'accord que ce billet, il a plus de valeur et ça peut acheter plus au supermarché. Mais si je vous pose la question, qui a plus de valeur intrinsèque, ça veut dire, si je prends les 500 euros, je vais à la banque pour récupérer de l'or physique avec ça, il n'y a plus de ça, tellement j'ai imprimé d'argent. C'est du fake money. Par contre, la pièce en elle-même, elle a une valeur intrinsèque. Je peux la faire fondre. Je peux faire des microchips pour le PC, des trucs pour la télécommande, des chips, des résistances avec le métal pour le téléphone, pour les transistors et ainsi de suite pour les vidéoprojecteurs. Donc, je peux l'utiliser un peu dans tout ce qui est, ça reste du métal aussi, pour faire des statues, pour faire quelque chose qui a une valeur intrinsèque. Donc, la pièce de 2 euros, elle a plus de valeur intrinsèque en elle-même que les billets de 500 euros. Et ce qui est bien dans l'immobilier, c'est pour ça que je vous ai dit, les riches ne travaillent pas pour de l'argent. Ils savent que l'argent est fake. Ils savent que l'argent est imprimé de plus en plus. Et donc, seul celui qui va s'en sortir dans cette époque-là, c'est celui qui va s'endetter. Et mon père, il m'a dit, Danny, tu ne trouves pas que tu es endetté quand même, tu t'approches de 10 millions d'euros en dette? Je dis, papa, toi, tu es né avant 1971. Tu ne comprends pas ce que ça veut dire. Aujourd'hui, l'argent est fake. Et Robert Kiyosaki a écrit un magnifique livre qui s'appelle Fake, où il explique dedans les fake teachers, fake assets, fake money. Donc, il balance tous les faux coachs, soi-disant coachs, qui n'ont jamais créé quelque chose dans leur vie et qui vendent des séminaires pour faire de l'argent. Donc ça s'appelle les fake teachers ou les profs à l'université qui t'enseignent, par exemple, j'ai été une fois à Vlerik Business School et un prof qui était en train d'enseigner une matière dans l'entrepreneuriat, dans le business. Je lui ai dit, mais vous avez créé déjà une entreprise? Il m'a dit, non, non, mais j'ai lu pas mal de livres, je suis en train de vous le résumer. Fake teachers. OK? Comment tu veux apprendre l'entrepreneuriat si tu n'es pas entrepreneur? En tout cas, tu peux l'apprendre. On peut toujours apprendre quelque chose de toi. Mais ta crédibilité, est-ce qu'on va écouter tes conseils à la lettre et tout? Est-ce que tu es passé par des chemins similaires que le nôtre? Non. Vous comprenez? Les fake teachers, les fake money. Donc, il explique que l'argent et l'or physique, ce sont la monnaie des dieux. Ça a toujours existé, ça existera toujours.
la, la monnaie du monde, l'euro, le dollar, le sterling, le yen, les livres, les pounds et tout ça, ce sont de la fiat currency, donc ils les appellent le fake money, donc c'est la monnaie du gouvernement, et les cryptos et tout ça, c'est la monnaie du peuple. Donc avec quelle monnaie tu veux jouer? En tout cas, ce qui a vraiment de la valeur intrinsèque, c'est l'or. Mais l'or ne me génère pas des revenus passifs, donc ça ne m'intéresse pas comme actif au début pour commencer. Mais ce qui m'intéresse, c'est aller m'endetter, prendre du fake money et l'investir dans des tangibles assets, des vrais actifs. D'où le livre fake. Donc, je viens de vous résumer le livre fake avec le deuxième point qui est là. Donc, ce que j'aime bien dans l'immobilier, c'est il a une valeur intrinsèque. Tu vois? Donc, si tu me dis business bourse, bah, tu peux dire ce que tu veux, ils n'ont pas une valeur intrinsèque comme l'immobilier. Il est tangible. S'il y a quelque chose qui arrive demain, une crise et tout, je creuse devant chez moi, je cultive des patates, je mange. You get it? C'est tangible. C'est de la pierre. Je peux le toucher. L'autre, c'est des actions virtuelles. C'est pour ça que j'aime l'immobilier. La troisième raison pourquoi j'aime l'immobilier, c'est que ça touche les besoins primaires de tous les gens. Qui a besoin, je te lever la main, qui a besoin d'un logement pour dormir tous les soirs, un lit, ben, tout le monde lève la main. C'est la base, la sécurité. Qui a besoin d'apprendre à comment jouer au piano, par exemple, à devenir un bon joueur de piano, ben, il n'y a pas toutes les mains qui se lèvent. Il y aura des douleurs sûrement pour certains, mais il n'y a pas toutes les mains qui se lèvent. Alors que tout le monde a besoin d'un toit, de sécurité, d'un logement. Donc, ça touche vraiment la base de la pyramide de Maslow. Et donc, ce qui est bien, c'est que c'est ce qu'on appelle les business classiques. Ça veut dire, c'est pas je vais faire beaucoup de marketing pour convaincre, influencer, persuader mon client pour qu'il achète mon produit. Ils viennent vers toi facilement. C'est pour ça que j'aime l'immobilier. Alors, c'est pas le cas dans le business, c'est pas le cas dans le business, la bourse. Ça nous protège contre l'inflation. Excellent. Parce que vous l'avez vu, en fait, ça fait 4 ans, je le crie. Mais là, depuis qu'on a eu le Covid, qu'est-ce qui s'est passé pour éviter que les gens paniquent? Ils ont imprimé en 2 ans ce qu'on a pu imprimer sur les 20, 30 dernières années. Et donc aujourd'hui, l'argent, il est complètement fake. Il a été dilué, il n'a aucune valeur intrinsèque. Donc, quand on imprime de l'argent comme ça, c'est ça qui cause ce qu'on appelle l'inflation. Qu'est-ce que c'est l'inflation? Vous avez remarqué que le prix, par rapport à 4, 5 ans, le prix des carburants a augmenté, le prix de l'électricité a augmenté, le prix de gaz a augmenté, la matière première dans les logements, dans la construction, dans la rénovation a augmenté. Les- Tout a augmenté. Est-ce que les salaires ont suivi vraiment avec l'inflation? Non. Par contre, ce qui a suivi, c'est l'immobilier. L'immobilier a pris quand même de la valeur. A pris de la valeur un peu aussi tellement vite que c'est dangereux qu'il peut y arriver des bulles. Donc, mais il a pris de la valeur et vous êtes toujours protégé contre l'inflation. Ça veut dire, quand vous cotisez pour votre retraite ou votre pension, c'est en train de se faire rogner à vos 67 ans. Vous allez les récupérer, ils ont déjà été bouffés par l'inflation. Et donc, à 67 ans, donc dans 30 ans pour certains, dans 20 ans, dans 25 ans pour certains, les 100 000 euros que tu vas récupérer et que toi, tu es content d'avoir cotisé 100 000 euros maintenant, ils vaudront peut-être 1 000 euros là-bas à l'époque, dans les 25 ans à venir. Ils n'ont plus ce pouvoir d'achat comme aujourd'hui. Alors que si tu as une maison, un immeuble à ta retraite, tu le revends ou juste tu vis de tes loyers indexés, tu es indépendant financièrement. Donc, ne me parlez pas de pension et de retraite. Il suffit un seul immeuble. Un seul immeuble. À votre retraite, vous êtes protégé. Et une chose que j'ai remarqué aussi, que si des gens qui sont proches de moi, ils me disent, c'est mes derniers 30 000, en fait, c'est mes seuls 30 000, ça fait 2 ans, je les accumule. Est-ce que tu es sûr, Dani, je dois les mettre comme apport pour acheter des biens immobiliers? Et là, je répète toujours ce que Kiyosaki m'a dit, savers are losers. Donc, les gens qui mettent leur argent sur les comptes bancaires, c'est des losers. Ils sont en train de se faire renier tous les jours. L'argent est fait pour travailler, pour circuler, pour investir, pour échanger. Il n'est pas là pour rester sur vos comptes bancaires. La plupart des gens ont énormément d'argent sur leur compte bancaire. Il est en train de se faire rogner. Et priez pour que ça n'arrive pas ce qui est arrivé en Grèce, à Chypre, en Espagne,
à Venezuela, en Turquie et au Liban. Quand il y a eu une hyperinflation dans ces pays-là, la monnaie a perdu vraiment sa valeur. Tous les gens qui ont laissé leur argent à la banque, je les connais tous. Ils sont en train de galérer pour récupérer leur argent. Il a été frappé par l'inflation. Il a perdu 15 fois sa valeur. Donc, celui qui avait 100 000, ça vaut 100, 1500 maintenant, ou 1000 euros. Ça a perdu des dizaines et des dizaines de fois sa valeur. Donc, ça vous protège contre l'inflation toujours l'immobilier. Tu vois, ce qui n'est pas le cas dans le business, ce qui n'est pas le cas dans la bourse. Vous voyez que je les compare comme ça. Alors, 5, les biens peuvent être utilisés comme garantie pour refinancer un autre crédit. Alors, si tu as quand même un portefeuille en bourse conséquent, tu peux le mettre en gage à la banque et la banque peut te prêter de l'argent, c'est vrai. Donc ça, pour la bourse, tu peux le faire. Et par contre, pour l'immobilier, le temps est ton allié. Ça veut dire, plus le temps passe, plus les locataires ou tu rembourses ta résidence principale. Donc, quand tu rembourses beaucoup de ta résidence principale, bah, tu peux utiliser cette résidence principale ou ce bien immobilier, le premier que tu as. Par exemple, il vaut 300 000 aujourd'hui, mais il te reste 50 000 à rembourser à la banque. Donc, tu as déjà une marge de 250 000. Bah, avec cette marge-là, tu vois, qui est libre, on va dire, tu peux l'utiliser le bien comme garantie pour acheter un autre bien sans mettre un apport. Et ça, dans le business et la bourse, on n'a pas vraiment ça. C'est ça qui est beau dans l'immobilier, que après, ça part en mode, je ne sais pas si vous avez remarqué quelqu'un, il y a, il y a des gens en fait qui achètent juste leur résidence principale et ils sont contents à vie. Et je vous ai dit, la vie n'est pas seulement acheter sa résidence principale et travailler 40 ans dans la retraite. Mais d'autres, dès qu'ils commencent à rentrer dans l'immobilier, ils prennent goût. Et en fait, c'est souvent ce genre de personnes que je connais. Ben, j'ai déjà 2 biens, 3 biens, 4 biens, ils me disent. Et tu peux plus t'arrêter parce que après, plus le temps passe, le temps est ton allié. Tu rembourses sans faire des efforts. Les dettes se remboursent et donc ton patrimoine grandit et tu peux utiliser ton patrimoine pour acheter d'autres biens sans mettre ça en garantie, sans mettre un apport pour le prochain bien, en mettant en garantie ton. Ça, c'est pour ça que j'aime l'immobilier. 6, ça me permet de bénéficier d'une plus-value sur du long terme. Combien de fois vous avez connu un peu vos grands-parents qui vendent leur maison et ils l'ont acheté en francs belges et là, ils l'ont acheté en euros, ils n'arrivent pas à croire quand ils convertissent ça en francs belges. Du coup, sur du long terme, ça prend de la valeur. Vous allez dans n'importe quel pays dans le monde, sur 15 ans ou 20 ans de temps, vous ne verrez jamais l'immobilier moins cher qu'il y a 20 ans. Sur 20 ans, même s'il y a une crise entre 20 ans, même s'il y a la crise la veille de 20 ans, ça ne descend pas en dessous d'il y a 20 ans. Ça n'existe pas. L'immobilier est toujours en train de prendre de la valeur sur du long terme. Sur de long terme, c'est une valeur sûre. Okay, c'est même encore mieux que l'or en termes de plus-value. L'immobilier me permet de payer moins d'impôts en personne physique ou en société. Ça veut dire quoi en personne physique? Ça veut dire, en tout cas en Belgique, là dernièrement, et ça peut changer, c'est pas stable, mais tous les gens qui sont primo-acquéreurs, ça veut dire qui achètent leur première résidence principale en Belgique, que ce soit en Flandre, à Bruxelles ou en Wallonie, et bien maintenant, il y a beaucoup d'abattements. D'abattements, c'est quoi? Ça veut dire des cadeaux d'impôts. Vous allez payer moins d'impôts. Donc, au lieu de payer, par exemple, je ne sais pas, 30 000 euros des droits d'enregistrement, si vous achetez un appartement à 200 000, ben, vous devez payer presque 30 000 euros chez le notaire. Euh, ben, vous allez en fait enlever 25 000 cadeaux. On appelle ça l'abattement, les droits d'enregistrement d'abattement pour les biens, par exemple, à Bruxelles. En Wallonie, l'abattement, apparemment, cette année, c'est à 3%. En Flandre aussi, c'est à 3% au lieu de 12% et demi, ou 12 ou 12,5%. Donc, vous achetez un bien à 100, au lieu de payer 12 500, vous payez 3 000. Donc, vous payez moins d'impôts, moins des droits, taxes de droits d'enregistrement. En société, la beauté de tout ça, comment on paye moins d'impôts? Ben, c'est grâce aux amortissements et aux déductions des frais de notaire. Je vous ai dit hier que si vous faites la baleine avant la fin de l'année fiscale, eh ben vous allez
déduire, déduire ça dans votre base imposable. Et donc, vous allez payer moins d'impôts des sociétés. Et le meilleur, pas le meilleur, mais ce que j'aime bien pour l'immobilier, c'est que je vous ai dit, je vous ai parlé de ça hier. Dans l'immobilier, vous mettez 100 sur la table, vous avez à peu près, en fonction dans quel pays vous vous trouvez, entre 400 et 500 000 en plus. Donc, vous mettez 100, vous avez 400 à 500 000 en plus. OK? Et si vous avez d'autres biens en garantie, vous pouvez même aller plus. Pour 100, vous pouvez avoir 600 comme effet de levier financier. J'aime bien l'immobilier. Alors, dans la bourse, j'ai pas ça. La bourse, c'est mon dernier truc dans lequel j'investis parce qu'il n'y a pas cet effet de levier financier. Ça veut dire, je ne peux pas dire à la banque, voici 100 000, donne-moi un autre 100 000 et je vais utiliser ces 200 000 pour les investir en bourse. Il ne va pas vous prêter de l'argent. Par contre, vous dites à votre banquier, voici 100 000, donne-moi 400, 500 pour acheter un bien immobilier. Il va dire, parle-moi de ce bien. Ou l'idéal, en fait, dans tout ça, hein, ce que j'aime bien, c'est ce qu'on appelle les rachats d'entreprises. Je vous ai parlé hier, vous avez gagné pas mal de cadeaux par rapport à ça. Ça s'appelle reprise d'entreprise, en fait. Si vous mettez un sur la table, vous pouvez lever jusqu'à 9. Donc, en fait, le rachat des entreprises, c'est plus la Ferrari pour l'indépendance financière, c'est la McLaren pour l'indépendance financière, c'est la Formule 1, l'indépendance financière. C'est là où vous allez trop vite. Il suffit une seule acquisition d'entreprise, vous étudiez le phénomène un an, vous investissez 6 mois après dans une entreprise, vous êtes indépendant financièrement. Ok, ça c'est la McLaren, c'est la plus rapide. Sauf que c'est pas comme l'immobilier. Ici, l'immobilier, ce que j'aime bien, c'est la baleine. Elle est lourde, elle est, euh, elle est stable, elle avance doucement. Et gâtette, c'est comme un gros camion. Il avance doucement, il est stable. Alors que la Ferrari, elle avance très vite, mais elle est instable. Donc, le moindre geste, si vous ne savez pas bien piloter, c'est la tête à queue. OK? Donc, c'est pour ça un peu, voici les 8 raisons pour moi, pourquoi. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, voici les 8 raisons pour lesquelles l'investissement immobilier est le meilleur véhicule pour atteindre l'indépendance financière, en tout cas pour moi. Donc, faire la baleine dans l'immobilier pour commencer, c'est un excellent, c'est un excellent moyen. Par contre, ce qui se passe aussi avec les membres de mon club, c'est que avec le temps, je les initie un peu à ce qu'on appelle les reprises d'entreprise. Et les reprises d'entreprise, c'est quelque chose qui est vraiment, quand tu comprends ça, tu n'as plus envie de faire de l'immobilier. Et même moi, je me suis vu en mode, quand j'ai acheté des entreprises, tu dis c'est tellement beau, c'est tellement rapide, il n'y a pas de prise de tête, il n'y a pas de locataire. Parce que l'inconvénient de l'immobilier, il faut qu'on soit clair, c'est les locataires à gérer et s'il y a des impayés et des trucs comme ça à suivre, et de temps en temps, ils vont vous appeler pour réparer des choses et tout. En fait, c'est vraiment la gestion locative qui est la plus chiante dans l'investissement immobilier. OK? Mais ça ne doit pas vous refroidir pour investir dans l'immobilier. En tout cas, quand vous commencez, je préfère que vous commencez par l'immobilier et les rachats d'entreprises. Moi, personnellement, je trouve que c'est très tôt d'arriver au rachat d'entreprise avant de faire au moins un investissement immobilier. Il y a des gens qui font le pas, ils disent, je m'en fous, moi, je vais aller vite, je n'ai pas envie de perdre mon temps. En 2, 3 ans, je vais atteindre l'indépendance financière. OK, mais par contre, ça nécessite un peu un apprentissage, le vocabulaire, les mécanismes de reprise d'entreprise, tout ça qui nous permet un peu d'acheter une entreprise déjà qui tourne. Quand on achète une entreprise qui tourne, c'est comme une entreprise, c'est comme un bien immobilier qui est déjà loué. Du jour au lendemain, vous commencez à avoir des loyers directement. Vous n'avez pas besoin de faire les travaux, mettre des meubles et le louer. C'est déjà loué. C'est un peu métaphorique comme ça. Voilà. Donc ici, je vous ai montré un peu la valeur de l'or par rapport à l'euro. Jusqu'à 2020, il a perdu jusqu'à 85% sa valeur. Et depuis 2020, le Covid, on a tellement imprimé que maintenant, c'est zéro. Donc l'euro a perdu 100% de sa valeur en 25 ans. C'est fake money. Je vous invite à lire ce magnifique livre de Robert Kiyosaki, Fake Money, Fake Teachers, Fake Assets.